Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied, imaginé et créé par Runix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors, attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room en partenariat avec Oka. Aujourd'hui, on est à la veille de la Monaco Run et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Simon Bédard, champion du monde universitaire du 5000 mètres en 2023. Comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors déjà, merci à toi d'avoir accepté ce podcast et de répondre donc à toutes nos questions. Comme on a l'habitude de le faire désormais, je vais faire une présentation rapide te concernant. Tu as 27 ans, athlète professionnel chez Oka. Tu as une sélection en équipe de France senior, un record en 28-26 fait donc en fin d'année 2023 sur 10 km route et en 13-30 sur 5000 mètres, c'était cet hiver en salle du côté de Boston. C'est bien ça. Alors durant ce podcast, on va évidemment s'intéresser à la Monaco Run qui va avoir lieu demain, où tu vas faire pace pour le coup. On va également parler un petit peu du côté entraînement, des conseils que tu pourrais donner aux auditeurs. Et enfin, on va parler de ton sponsor Oka, qui te soutient maintenant depuis quelques temps déjà. Très bien. Alors, c'est tout bon ? Tout est prêt ? bon. T'es installé ? Parfait, bien installé. Alors, comme dit avant, tu participes demain à la Monaco Run en tant que pace, c'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, au début, je devais courir, c'était l'objectif, puisque l'objectif de la saison, c'était faire du 3000 et préparer les France en salle. Ça devait être une saison assez courte, sans faire de cross. Et il y a eu un gros changement de plan, en fait, il y a 3 semaines, vu qu'il y a une course qui s'est organisée à Tel Aviv, en Israël, pour pouvoir courir sur les bases des minima pour les Europes, qui sont début juin à Rome. Donc les minima sont de 27,50 et vu qu'il y a très peu de 10 000, il n'y en a pas autant que des 800, des 1500 ou des 5000 organisés en Europe. Du coup, c'était une très bonne opportunité. Du coup, il y a eu un gros changement de plan de dernière minute. Donc ça, c'était le mardi avant Boston, où on courait le vendredi, donc vraiment 3 jours avant. Et du coup, vu que j'avais prévu de faire Boston ce week-end-là, du coup le week-end du 10-11, j'ai dû changer mes plans et en fait, je suis parti la veille à Boston avec un gros voyage puisque je voulais vraiment courir Boston. Je trouve qu'il y a une bonne opportunité. Et du coup, c'est pour ça que j'ai couru ce 5000 à Boston, donc 13-30. C'était pas forcément le chrono recherché, je voulais plutôt chercher sur 13-20. Mais après, c'était la forme du moment, j'avais pas pu passer de spé. Mais j'avais vraiment à cœur de faire cette course pour voir où j'en étais. Et du coup, le 10 000 mètres qui est dans 5 jours maintenant, qui va être jeudi 15 février. Donc c'est pour ça que Monaco, je vais pas pouvoir le faire à fond pour être frais jeudi prochain. Donc je vais juste tirer sur 1500 mètres. Et tu vas tirer, du coup, si je dis pas de bêtises, un autre Français qui, lui, va partir en théorie sur les bases du record d'Europe. Voilà, je pense, je pense qu'il a cette idée au coin de la tête. Donc à voir ce que ça va donner. Mais du coup, ouais, ça fait plaisir de tirer un pote, quoi. Donc évidemment, on parle de Yann Schrub, voilà. qui va partir sur les bases donc, de 13-12, qui est le record d'Europe actuellement de Jimmy Gressier, donc un autre Français encore. Oui. C'est quoi au final ? Parce que, en général, on sait à peu près ce que c'est un pace, mais tout le monde ne le sait pas forcément. L'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir l'emmener vraiment donc, sur des bonnes conditions le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça. Donc, l'objectif d'un pace, c'est que l'athlète ou les athlètes qui veulent partir sur un chrono, c'est qu'ils ne se prennent pas la tête et aussi ils prennent pas le vent. Donc, c'est vraiment le gros avantage. Donc, en tant que lièvre, le but, c'est d'amener la course, donc se mettre devant. Donc, en gros, amener la course, prendre le vent pour les autres. Donc, les autres vont être derrière à l'abri, ils vont pas avoir ce souci du chrono, à regarder si tout est bien. Donc normalement, c'est le job du lièvre d'être devant, de gérer l'allure. Donc c'est ce que je vais faire demain, et du moins essayer de faire. Personnellement, j'ai déjà pacé sur la piste, donc tirer du monde sur la piste, ce qui est beaucoup plus facile vu que là, on a énormément de repères à chaque 100 mètres, chaque 200, chaque 400. C'est très facile, alors que sur la route, on n'a pas beaucoup de repères. Donc j'ai vu avec l'organisateur, il va me tracer des lignes tous les 200 au premier kilo, okay, pour essayer de me réguler, pour éviter de passer en 2,32, 2,33 ou plutôt de passer en 2,42, 2,43. Donc les allures demandées, c'est du 2,38 au kilo.
Donc, je vais essayer d'être passé vraiment à 2,38 si c'est possible, quoi. Ouais, parce que sur la piste, on le sait, il y a souvent la wave light, donc C'est qui ça, aide maintenant, beaucoup pour les lièvres aussi, Ouais. que sur la route, on n'a pas. Non, malheureusement, là, c'est un peu compliqué à placer. Donc voilà, c'est vraiment le boulot des lièvres de bien amener la course dans les bonnes conditions. Donc c'est pas un boulot facile. Moi, je le fais pas souvent. Mais c'est beaucoup de responsabilité puisque la course est un peu sur nos épaules. Donc, si on amène mal la course, il peut y avoir des grosses conséquences derrière, quoi. Donc là, tu vas aider un pote avant tu m'as dit donc de partir à Tel Aviv pour un 10 000 mètres. Voilà. L'objectif, tu le disais, c'est clairement la qualif pour les Europes. Oui. Donc tu l'as vraiment préparé au final parce que c'est, comme dit, c'est vraiment en toute fin. Voilà, C'est ouais. il y a quelques semaines, quoi. Oui, voilà, c'est préparé complètement. Je peux pas dire oui puisque on a décidé ça il y a à peine 3 semaines. Donc ça vient hyper vite. C'était même 2 semaines et demie. Donc la préparation était un peu chamboulée. Après, on a fait une grosse base foncière cet hiver pour préparer les crosses. Moi, personnellement, ma forme est venue assez tard, vu que j'ai repris assez tard. Donc moi, ma forme, je l'ai eu un peu, ma forme d'hiver, je l'ai eu que début décembre, au niveau de la course de l'escalade ou du 10 km de hier. Et j'ai coupé derrière, et après, on est reparti quand même sur une base foncière en travaillant quand même des SP15 au Portugal. Donc, pour une prépa parfaite de 10 km, c'est peut-être pas ça, mais je sais que j'ai la base foncière et on a fait un gros bloc de travail sur les 2-3 dernières semaines et voilà, je me sens bien quand même. Et à ce niveau-là, une séance clé 10 000, pour toi, ce serait quoi ? Bah, je dirais, en fait, il y en a beaucoup. La dernière qu'on a placée pour la grosse P, c'est vraiment la 3 fois 3000. C'est vraiment ce qu'on a fait sur les bases, en progressif, sur les bases de la course, mais en progressif, sans finir, sans tout donner non plus à la fin, sans s'écrouler au sol, mais en étant bien contrôlé. Donc c'est ce qu'on a placé là il y a 2 jours, donc elle est bien passée et on est plutôt content. Donc voilà, donc maintenant on est prêt. Et du coup, il y aura justement à Tel Aviv, c'est une course qui sera emmenée par un lièvre pour le coup aussi, là, ou comment ça va se passer ? Oui, alors normalement c'est une course montée, donc en gros il y a 2 types, il y aura 2 lièvres normalement de placés. Donc en gros il y a un lièvre qui est placé sur les bases de 27-30, vu qu'ils veulent aller sur le record d'Israël. Okay. Donc voilà, et il me semble qu'il y a une deuxième pace, donc on n'est pas encore sûr, donc j'aurai plus d'infos là dans le week-end. Il y a une deuxième pace en fait sur 28-20, puisqu'il me semble, pour les Europes cette année, vu qu'ils ont annulé la Coupe d'Europe du 10 000, ils devraient amener 5 athlètes par pays sur 10 000 aux Europes à Rome. Donc c'est à confirmer après avec les DTN et les sélectionneurs d'équipe de France. Mais normalement, ça devait être 3 et soi-disant, du coup, ça passerait peut-être à 5. Et alors, les minima qui étaient prévus de base à 27,50, peut-être qu'en fait, ils ont peut-être été repoussés à 28,20. Donc, c'est pour ça que le deuxième pace derrière est à 28,20. Donc, nous, l'idéal, ça serait bien de courir sur les bases de 28,0, voire peut-être accrocher 27,50. Donc voilà. Donc, à voir. Donc, on est 3 Français sur la course avec Donovan Christian et Valentin Gondouin. Ouais. Donc, je pense qu'on va essayer de se tirer à tous les 3 au moins pour courir sur les bases de 28. Après avoir du scénario de la course, j'aurai plus d'infos dans le week-end et on verra comment ça se passe. Mais voilà. Et donc pour toi, l'objectif vraiment principal cet été, dans un premier temps, c'est vraiment les Europes. Les JO à 27,0, ça risque peut-être ouais, un peu compliqué. C'est ça. Bah, surtout, je pense qu'on peut le dire que c'est la discipline où les minima sont le plus durs sur le 10 000. 27,0, quand on voit le record de France, c'est autour de 27,20. Donc c'est un autre monde. Donc à voir comment ça se passait, mais maintenant ça va beaucoup se qualifier sur le ranking. Tout à donc Yann il est qualifié à 95%, Yann Schreub, Jimmy parce Gressier. qu'il a fait les crosses voilà, c'est ça. dernière. Donc lui il s'est qualifié grâce au ranking des crosses, vu qu'il y en a de mémoire, il y en a 24 qui sont qualifiés sur 10 000, dont 8 sur les crosses. Donc et vu que Yann Schreub est en tête au bilan mondial sur ranking sur cross, donc il est déjà qualifié. Et pareil, Jimmy, vu les courses qu'il a faites au ranking, il est très très bien placé, donc il est déjà qualifié aussi. Donc techniquement, il reste une place, mais ça va se jouer là au ranking sur 10 000 mètres. Après, dans ma tête, cet été, je compte courir du 5000 et peut-être essayer plutôt de passer sur les jeux sur 5000. Mais bon, il y a du gros niveau aussi. Donc d'abord faire une prépa
pour les Europes qui se situent en début juin. C'est ça. Sur c'est le ça, forum et ensuite passer plutôt sur du 5000 pour les Jeux. Voilà, là vraiment c'est l'hiver, donc c'est vraiment prépa foncière. Donc avec mon coach, on veut vraiment travailler le foncier l'hiver, pas forcément faire beaucoup de courses, mais vraiment cibler que quelques courses et vraiment se préparer. Et après, dans l'idéal, c'est qu'on partirait 6 semaines aux États-Unis, donc de mi-mars jusqu'à fin avril, en stage à Flagstaff. Donc les 3-4 premières semaines, on irait en stage à Flagstaff. Et après, à la redescente, on irait courir sur Los Angeles et San Francisco avant de rentrer en France. Donc, principe, c'est vraiment la grosse base foncière. Essayer peut-être faire dès maintenant, peut-être les minima ou se rapprocher, au moins bien se placer pour les Europes. Et après, rajouter un peu plus de vitesse cet été pour le 5000 mètres. En tout cas, un beau programme de prévu. Oui, voilà. Alors, juste pour revenir un petit peu, vu qu'on est ici à Monaco, on le disait avant, tu fais Lièvre demain. On a vu, il y a une nouvelle paire de chaussures qui est sortie chez Hoka, c'est la Cielo X1 qui sera mise au pied de pas mal d'athlètes. C'est un modèle avec lequel tu vas courir demain ? Oui, demain, du coup, je l'aurai au pied. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois, 2 mois, je dirais, que je m'entraîne avec cette chaussure que j'ai reçue. Donc c'est la deuxième vraiment chaussure plaque carbone de chez Hoka qui est vraiment performante après la Rocket X2. Donc la différence entre les deux, je dirais vraiment que la Rocket X2, elle est quand même plus agressive, plus proche du sol. Donc vraiment, je dirais peut-être chaussure parfaite pour le 5-10 km. Après, la Cielo X1, elle est aussi super performante. Mais voilà, il y a plus de rebondis, donc je dirais plus pour des longues distances comme le semi ou marathon. Et justement, Monaco, c'est un parcours quand même propice aux performances. Tu as pu un peu courir et voir un petit peu le parcours, ce que ça donne ? Et bah, du coup, même pas. J'ai même pas pu voir le parcours, donc je découvrirai demain. Je pense que le premier kilo, ce qu'on m'a dit, il est pas simple. Ça monte un peu. Même la première partie de course, ça monte. Ouais. Et dans la deuxième partie, ça serait plutôt de la descente. Donc c'est ce qu'on m'a dit. Donc je vais découvrir demain à l'échauffement et voilà, puisqu'on n'a pas eu le temps cet après-midi d'y aller. Et en plus, il y avait un peu de trafic sur la route, donc c'était un peu compliqué. Mais non, je verrai demain, ce sera la surprise. Alors à côté de ça, la météo ici aujourd'hui, c'était pas top Voilà. top. Normalement, demain, ça devrait aller mieux. Ouais. Je pense que les conditions seront plutôt bien réunies demain pour performer. Oui, je pense. Là, c'est sûr, aujourd'hui, on est descendu à Monaco, on pensait voir un gros soleil. Pas de bol, il a plu toute la journée. Mais là, c'est bon, ça s'est arrêté. Normalement, les conditions seront bonnes demain, pas de vent et les conditions seront parfaites. Il fera bon, donc tout sera réuni normalement pour aller vite demain. Et c'est un événement qui, pour la première année, est sponsorisé par Hoka, donc ton sponsor. C'était aussi, je pense, une double motivation au final de courir ici avec un peu toute la famille Hoka parce qu'il y a tous les athlètes qui sont là. C'est ça, ouais. Souvent avec Hoka, on fait un regroupement des athlètes français une fois par an. Donc souvent, ça tombe sur le mois de février. L'année dernière, c'était à Paris. Et là, maintenant, à Monaco. Donc c'est vraiment top au moins de revoir, sur un week-end, revoir tous les athlètes. C'est vraiment sympa. Et oui, sur 5 km, c'est que 5 km route de Monaco, il est quand même assez réputé. C'est là qu'il y a eu le record d'Europe, mais le record du monde d'ailleurs. Donc c'est une super course. Donc ça fait plaisir que Hoka soit partenaire de l'événement. Puis je pense qu'il y aura une belle ambiance demain. Je pense que oui. Je pense qu'il y aura une très belle ambiance, oui. Alors du coup, forcément, les conditions de course, ça joue beaucoup sur une performance. Mais je vous apprends rien forcément en disant que l'entraînement, c'est la pièce maîtresse. Donc on va passer un peu plus maintenant, on va s'intéresser un peu plus du côté entraînement. Pour toi, donc comme on l'a déjà évoqué par rapport à ton 10 000, une bonne prépa 10 000 chez toi, ça dure à peu près combien de temps ? Combien de semaines ? Alors j'ai du mal un peu à quantifier le nombre de temps, mais bon, forcément, par rapport à un objectif, je pense que c'est au moins quelques semaines en avance. En amont, je dirais 2-3 mois pour bien se préparer pour un événement. Donc voilà, donc c'est un peu, je pense, un peu les bases pour tout le monde sur une saison. On ne fait pas une course comme ça, on ne décide pas au dernier moment. Donc c'était peut-être un peu ce qui s'est passé un peu à Tel Aviv, mais bon, c'est une opportunité que j'aurais pas beaucoup vu que c'est des 10 000 mètres. Donc c'est un peu ça le problème. Après, je sais que la base foncière est là de cet hiver. Donc moi, j'ai repris l'entraînement depuis maintenant mi-septembre. Donc sérieusement, je l'ai pris en octobre en allant d'ailleurs au stage au Kenya.
Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça va faire 5 mois que j'ai repris. Entre les deux, j'ai quand même fait une coupure d'une semaine en décembre vers Noël. Donc la prépa foncière est là. Donc ça, je sais que je suis en forme en ce moment. Donc je le confirme à l'entraînement avec les séances qu'on fait. Donc oui, une préparation, ça prend du temps. Après, voilà, ça se planifie souvent sur la début de saison, quoi. On est d'accord, toi, ta préparation était essentiellement axée sur le 5000, d'où Boston aussi il y a quelques semaines. Oui, voilà, ouais. Bah, la prépa, normalement, ça devait être vraiment courir du 3000 cet hiver, mettre un peu de vitesse et après repartir sur une base foncière en stage, etc. On a un peu changé les plans, mais après, moi, je sais que ça me convient très bien vu que les très bonnes années, souvent, se sont passées quand j'ai fait des gros hivers, donc comme une prépa cross ou une prépa de long, et après, en rajoutant un peu de vitesse, donc ça me va très bien comme ça. Et toi, maintenant, quand tu t'entraînes sur une semaine, le kilométrage, c'est à peu près... T'es à combien à peu près en kilométrage ? Bah, sur une semaine d'entraînement où il n'y a pas de compète, ou si je ne prends pas de jour off, puisqu'on va dire que je vais prendre un jour off une fois tous les 15 jours à peu près. Okay. Moi, je trouve ça important. Je sais qu'il y en a... Pas tous les athlètes prennent des jours off. Moi, je sais que j'ai besoin, ça fait du bien. Bon, toujours déjà l'avant-veille de compète, ça, c'est toujours un jour off, ça fait toujours du bien. Donc voilà, une semaine normale, je dirais que je suis plutôt autour de 145, 150 km par semaine à peu près. Ouais, je dirais 150 km par semaine, une semaine. Bon, après, forcément, il peut y avoir des semaines un peu plus chargées où je peux faire des pics entre 160 et 170. Mais une bonne semaine d'entraînement, c'est autour de 150, ouais. Et donc, tu me disais, tu fais un repos, on va dire, tous les 15 jours. C'est là un repos complet. Tu fais vraiment rien ce jour-là. Ouais, voilà. Pour moi, repos, c'est repos. Alors, voilà, je ne cherche pas à mettre du vélo ou faire de la piscine ou faire autre chose à côté. Moi, j'aime bien le repos. Je trouve que c'est hyper important. Que ce soit mentalement ou physiquement, je trouve qu'on a besoin. C'est aussi pour ça, par exemple, que dans mes coupures, moi, quand je coupe tout. Je fais pas de sport du tout. Donc, par exemple, cet été, j'ai coupé 3 semaines. C'était 3 semaines sans sport. Du coup, je sais que beaucoup d'athlètes, quand ils disent qu'ils coupent, par exemple, 3 semaines, ça va être une semaine off, ça va être au moins 10 jours de vélo et en faisant beaucoup de bornes. Et la dernière semaine, c'est moitié vélo, moitié course à pied. Moi, c'est vraiment 3 semaines sans sport, vraiment profiter de la vie, vraiment penser à autre chose, voir les copains, partir en vacances, voyager, ça me fait vraiment du bien. Donc, par contre, les semaines qui suivent sont... J'allais dire, c'est pas trop dur ? C'est très dur. Si, bah, j'en ai fait les frais cette année. Mais je le savais, puisque quand j'ai repris, j'ai coupé après les championnats du monde en août, c'était début août. Donc, j'ai coupé grosso modo tout le mois d'août et j'ai repris en septembre. Même en septembre, j'arrivais pas à reprendre complètement. J'ai ce besoin de voyager, de bouger, de profiter un peu. Et je savais que la saison était longue, surtout une saison pour les Jeux Olympiques. Ouais. C'est une saison qui va être très, très longue. Donc, je savais que ça allait être dur. Ça a été très dur en septembre, même très dur en octobre, vu que je suis parti au Kenya. Donc, c'était pas facile de s'entraîner là-bas. Donc, je me suis retrouvé en forme un peu tard par rapport aux autres. Donc, seulement début décembre. Mais bon, après, je sais que c'est bénéfique pour la suite de la saison. Et là, je suis bien. Et j'ai pas cette envie de couper comme certaines personnes coupent pas assez longtemps et reprennent trop vite. Moi, du coup, c'est pour ça que je veux faire une grosse coupure. Là, je suis prêt à aller jusqu'à cet été. Je suis bien là. J'ai envie de courir. Je pense mentalement aussi, ça fait du bien. bien. Ouais, c'est exactement ça. Ça fait du bien. Et là, j'ai eu la coupure que je voulais cet été. Et j'ai coupé une petite semaine cet hiver. Et je vais sûrement refaire un peu une semaine de régénération, on va dire, en mars, avant de partir aux États-Unis. Et après, go, quoi. Tu parlais avant du Kenya. Ouais. Tu étais venu dans notre centre à Iten. C'est ça. Le Kenya, c'est un endroit qui te plaît justement au niveau de l'entraînement, de la philosophie, de tout ce de l'atmosphère, on va dire, qu'il y a là-bas. Ouais, c'est vraiment ça qui est bien. En fait, on est dans des conditions, on repart de zéro en fait. Et c'est ça que j'adore. On retrouve pas les mêmes conditions qu'en France. Et je trouve que c'est la base de la course à pied, quoi. Il y a pas trop d'extra. C'est franchement, tu te lèves, tu manges, tu cours, tu manges, une sieste, tu recours, tu manges, tu dors. Et voilà, et tu répètes ça pendant le nombre de temps que tu restes. Donc personnellement, on était resté 3 semaines et demie. Et c'est vraiment super. Il fait beau souvent. La période où on y était, il faisait super beau. Que des coureurs avec nous. Et on pourrait croire qu'il n'y a que des professionnels là-bas, par exemple au centre Renix. Ouais.
Mais pas du tout. En fait, on devait être une trentaine. Sur la trentaine, on était 5-6 pros, pas plus. Le reste, c'était des coureurs amateurs ou on va dire des semi-pros ou des gens qui venaient pour découvrir et s'entraîner et avoir une expérience du running sur 2-3 semaines. Et c'est ça que j'ai adoré, l'ambiance, vraiment, tout le monde se mélangeait. Il n'y avait pas, par exemple, les pros au bout de la table et, on va dire, les amateurs plus à droite et les autres à gauche. Non, c'était tout le monde était mélangé. Ils posaient des questions, ils étaient intéressés. Nous, c'est pareil, on posait des questions aux autres. Enfin, voilà, c'était ce moment de convivialité. Et ouais, c'est pour ça que c'était la première fois que j'y allais et c'est sûr que je vais retourner. Au final, tu es un peu déconnecté de l'extérieur et ça fait du bien. C'est ça, franchement, ça fait du bien. Et ouais, tu vis pour la course à pied, quoi. Et c'est ça qui est bien. Et c'est pas du tout le même train de vie, quoi. On se couche tôt, on se lève tôt et c'est top, quoi. Ça, moi, j'ai adoré. Top. Alors, justement, Iten, c'est 2400 mètres d'altitude. Ouais. Donc, ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte. C'est ça. Comment, toi, tu gères justement cette acclimatation avec 2400 mètres d'altitude? Bah, c'est pas facile. Il y en a beaucoup, je pense, qui peuvent faire des erreurs, arriver et se dire je suis que 2 semaines en stage, faut que je charbonne, c'est déjà le premier jour, j'attaque. Et c'est ça le problème, en fait, il faut faire très attention. Donc, j'ai l'avantage, mon coach Patrick Ribeiro, qui vient souvent en stage avec nous. J'étais parti avec mon partenaire d'entraînement, Bastien Augusto. Ouais. Donc, on était nous trois ensemble. Et le gros avantage, c'est que Patrick, il a quand même beaucoup de recul sur l'altitude. Et du coup, il s'y connaît très bien. Donc, souvent, nous, c'est les 5 premiers jours. Ouais. Là, c'est vraiment de l'acclimatation. Donc, on va arriver, par exemple, le premier jour, ça va être un footing vraiment tranquille, tout doux, de 40 minutes peut-être. Et vraiment, quand je dis tout doux, c'est vraiment, on va dire, à 5 au kill. Hein, donc, c'est vraiment tranquille. Et voilà, c'est 4 jours comme ça, avec en mettant un peu d'intensité sur les derniers jours. Et voilà, mais vraiment contrôler et vraiment pas aller dans la douleur les 5 premiers jours. Et à partir du 6e, en général, c'est là où on commence à s'acclimater. Et on peut vraiment commencer les bonnes séances, quoi. Je sais que justement dans ton groupe, vous utilisez beaucoup le lecteur de lactate. Ouais. Patrick, donc ton entraîneur, s'y connaît là aussi très bien là-dedans. Ouais. Je pense que ce lecteur-là, vous l'utilisez beaucoup, je pense aussi par rapport à l'acclimatation, pour ne pas en faire trop les premiers jours. Voilà, ça permet de contrôler nos zones et voir où on est. Donc voilà, moi je ne suis pas la personne qui s'exprimerait le mieux sur le lactate. Donc mon coach, il connaît très très bien. Mais après, je sais que voilà, qu'on bosse beaucoup. Moi, je bosse personnellement quand je suis avec mon coach, il prend souvent les lactates. Mais par exemple, personnellement, moi, j'ai pas une machine à lactate chez moi. C'est vraiment avec mon coach qui a les languettes et la boîte. Donc ça va être que sur des laps d'entraînement. Ça va pas toute l'année, tous les jours où je prends le lactate. C'est vraiment quand il y a mon coach. Et parce qu'il a sa technique à lui pour prendre le lactate. Je sais que la plupart des gens, je dirais 90% des gens le prennent au doigt. Mon coach le prend à l'oreille, puisque pour lui, il pense que c'est ici que c'est... Enfin, d'après lui, c'est là que c'est plus précis. Donc ça, par exemple, je ne pourrais pas le faire tout seul. Et forcément, si je veux le prendre tout seul, moi, je le prendrais au doigt et pas à l'oreille. Forcément, parce que c'est plus facile. Mais du coup, les valeurs ne sont pas forcément les mêmes. Donc voilà. Donc moi, je ne le fais pas personnellement. C'est mon coach qui s'en occupe. C'est lui qui gère tout ça. Donc on bosse comme ça. Et c'est lui qui, en fonction du travail demandé, il gère, enfin, il voit si on est dans les zones ou pas, quoi. Et donc là, par exemple, sur un stage comme au Kenya, l'objectif sur une séance, c'est de prendre le lactate régulièrement dans la séance et de savoir s'il faut accélérer, décélérer. Et pareil, au niveau de la récup, ça permet de savoir à peu près combien de récup tu dois faire, j'imagine. Oui, voilà. Alors la récup, souvent, elle est indiquée avant la séance. Après, justement, on s'adapte en fonction de ça, surtout au Kenya où l'altitude est assez élevée. Ouais. Et tout dépend de comment le corps réagit. Donc là, on va sur une séance où on va faire des répétitions, par exemple sur la piste. Si on va faire, je sais pas, 20 fois 400, on le prendra, on va dire, tous les 4 ou 5 fois, en 4 ou 5 blocs, quoi. Donc pas à chaque fois non plus. Oui. On va pas le prendre 20 fois. Certaines personnes peuvent le prendre 20 fois. Nous, c'est pas le cas. On va travailler en bloc. Donc, on va dire 4 ou 5 fois à la séance. Souvent aussi, on aime bien prendre avant et après, donc pour voir la différence. Et aussi, surtout, par exemple, sur des grosses séances lactiques. Là, on va le prendre juste après avoir fini. Et après, on va faire la récup et on va reprendre le lactate pour savoir si on a bien baissé en lactate ou pas par rapport à la séance, si on a un peu assez récupéré.
Donc il y a des fois, ça nous est arrivé notamment deux ou trois fois au Kenya, on était encore trop haut après 2-3 km de récup. Donc vous avez dû faire plus long. On a dû recourir 5-10 minutes pour diminuer le lactate. Et ça, par exemple, ça peut arriver, je sais pas, sur un footing de récupération, après le footing de récupération, sur une journée récup, entre guillemets, de prendre à la fin le lactate pour voir si vous étiez, par exemple, pas trop rapide pendant ce footing. Ouais, ça s'est même passé d'ailleurs avec Julien. Okay. Julien et Bastien sur un footing de récup. C'était justement, je sais plus si c'était après une séance ou ça devait être le lendemain d'une séance. On devait faire un footing tranquille de récup. Bon, déjà, au Kenya, il n'y a pas de footing facile vu que sur un footing on va dire de 8 km, il y a presque 100 mètres de D+, donc c'est pas facile. Et je sais pas ce qui s'est passé à ce footing. Il y avait moi, Bastien, Julien, il me semble qu'il y avait Valentin aussi qui était un peu derrière, mais du coup qui n'a pas suivi. Et je sais pas, je me suis mis un peu devant. Et puis Bastien, pareil, il aime bien être devant. Et du coup, on s'est un peu tiré la bourre. Et il y a Julien qui nous a accrochés. Et on a fini, je crois, les 2 derniers kilos assez rapides. Et c'était avec du gros D+. Et la première réaction, quand on est rentré au centre Renix, Julien, il allait voir Patrick en disant « Ouais, tes gars, ils n'ont pas respecté, ils sont allés trop vite. » Et Patrick était vraiment énervé. Il a dit « Je reviens, bougez pas. » Il allait chercher le boîtier de lactate. Et il me dit si vous êtes trop haut, donc en gros, si on était plus de, je sais plus, genre 1 ou 2 en lactate, on avait une punition, on devait aller faire des côtes. Et du coup, on a pris le lactate. Bastien, il n'y a pas de valeurs qui sont données, donc ça veut dire qu'il est à moins de 1 ou moins de 0,8, je ne sais pas exactement. Moi, je prends le lactate, pareil, je suis en moins de 1, donc il n'y a pas de valeur qui s'affichait. Et Julien, du coup, il a pris le lactate. Et lui, du coup, il était, je crois, à 2,5. Et la punition, c'est lui qui l'a eu au final. Et il voulait pas aller faire des côtes, mais du coup, il avait fait une récup sur le vélo elliptique ou le vélo. Il a fait 15 minutes tranquille pour faire rebaisser son lactate. Donc, Julien, il s'est fait avoir à son propre jeu, sur son propre piège. Donc, à vouloir balancer à Patrick qu'on n'a pas respecté le footing, c'est lui qui s'est fait avoir derrière. Donc, là, c'est une très bonne anecdote. Mais du coup, c'est très rare qu'on vérifie le lactate après un footing de récup l'après-midi, mais ça montre s'il reste des déchets ou pas, quoi. Donc, en tout cas, c'était le bon moment de vérifier. Là. Ouais, là, c'était le bon moment. Donc, c'est une anecdote assez sympa, celle-là. Et en parlant toujours récup, tu me disais avant que tu fais un jour de récup tous les 15 jours. Est-ce que tu mets d'autres choses en place pour la récup ? Je sais pas, des séances de kiné, des bottes de presso, de la cryo. Est-ce que tu as des choses comme ça ? Oui, alors moi, ce que j'aime bien vraiment, les bottes de récup, moi j'en ai acheté puisque j'en ai acheté et franchement, c'est vraiment top. L'avantage, c'est qu'on peut mettre ça en regardant la télé ou voilà. Donc, moi, je le fais peut-être pas autant, mais l'idéal, je pense, ce serait de le faire 2-3 fois par semaine. C'est vraiment bien. Donc, des fois, j'ai pas le temps ou j'y pense pas puisque déjà, faut brancher la machine et voilà. Des fois, j'ai un peu la flemme. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Des fois, souvent même quand je fais une demi-heure, je remets un coup et je reste 1 heure dedans. Donc franchement, ça, on peut pas en abuser, mais franchement, le faire entre 3, 4, voire 5 fois par semaine, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ça, j'aime bien le faire. Après, la cryo, ouais, c'est vrai. Enfin, la cryo. Pas la cryo, y aller. Moi, j'ai déjà fait 3-4 fois. J'ai jamais vraiment senti les bénéfices de la cryothérapie. Okay. Donc, moi, j'y vais pas vraiment faire la cryothérapie. Par contre, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le bain froid. Donc, le bain froid, parce que je trouve là que vraiment, on s'immerge et on sent vraiment le froid. Donc souvent, je reste 10 minutes dans un bain entre 10 et 12 degrés. Et ça fait vraiment du bien. Donc ça, j'essaye de le faire 2 fois par semaine. Donc voilà, pareil, c'est pas très régulier. Mais ça, je trouve ça très intéressant. Mais souvent après les grosses séances plutôt. Voilà, souvent, ouais. Souvent après les grosses séances. Ou souvent, j'avais l'habitude de le faire le lendemain de la grosse séance. Puisque souvent, il y avait un kiné qui m'avait conseillé aux États-Unis de ne pas le faire juste après la grosse séance. Bon, des fois, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais pour pas habituer ton corps à vraiment avoir quelque chose qui va l'aider à récupérer derrière. Pour que ton corps apprenne à récupérer d'une séance naturellement, pas faire la séance de cryothérapie, dans le bain froid juste après, mais plutôt le lendemain. Donc, c'est souvent ce que je faisais le lendemain. Par contre, l'avantage, si par exemple, on enchaîne 2 compètes sur 3 jours, là, vraiment faire un bain froid juste après. Donc, vraiment pour aider le corps à récupérer au plus vite. Ça, c'est très bien. Surtout, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, souvent, je doublais les courses le jour J du lendemain. Donc là, souvent, je faisais bain froid,
1 heure de botte plus 10 minutes de bain froid et ça faisait du bien. Et tu sentais vraiment la différence? Ouais, franchement, ça fait vraiment. Ouais, je trouve que je sens la différence sur du bain froid. Et même des fois, l'idéal, je trouve, bon, ça, je le fais moins parce que voilà, les bains, c'est pas trop top ça. Donc les bains chauds. Donc ça, c'est bien, vraiment mettre les jambes, les relaxer. Et puis voilà, les massages, hein, ça, c'est top. Hein, ça, y a rien à dire. Par contre, j'avoue que je le fais pas assez souvent. Je devrais voir un kiné, le faire au moins 1 fois par semaine. Mais c'est vrai que les massages, j'en fais très rarement. Je dois faire un massage tous les 3-4 semaines, quoi. Mais tu fais toute la récup via les bains froids et les voilà, bottes c'est surtout. ça. Bain froid et les bottes, ouais, c'est ça. Et au niveau, je sais pas, alimentation, est-ce que toi, tu as mis des choses en place à ce niveau-là ou au contraire, avec toutes les bornes que tu fais, tu fais un petit peu attention, mais sans plus? Voilà, je suis plus dans les options. Moi, j'ai pas envie de me frustrer. Moi, je trouve que dans la frustration, c'est pire que tout. Je préfère vraiment manger ce dont j'ai envie. Donc voilà, par contre, je vais pas manger des fast-food. Hein. Moi, j'en mange pas. Bon, allez, peut-être je fais un fast-food tous les 15 jours. Voilà, moi, je suis pas le genre de personne. Ah non, moi, je vais pas au fast-food, etc. Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, voilà, je vais manger très bien. Je vais manger équilibré. Je vais manger de tout. Tout type de féculents, des légumes, viande rouge, viande blanche, du poisson. Donc vraiment, je mange de tout. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. Et même, je trouve que je mange même beaucoup. Après, de toute façon, quand on fait 150 km par semaine, on se dépense, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc non, moi, je n'ai pas un régime particulier sur la nourriture, puisque je trouve que faut vraiment beaucoup manger dans l'athlétisme. Et puis, bon, il peut y avoir souvent des problèmes d'anorexie tout dans l'athlétisme. Et je trouve que du coup, la nourriture, c'est vraiment de l'essence qu'on met dans son corps. Donc, franchement, si on ne met pas assez d'essence, la machine ne peut pas suivre. Donc, je trouve ça hyper important. Et du coup, non, pas de restriction sur la nourriture, mais voilà, je vais faire attention, surtout sur quelques jours avant une compétition. Oui. Là, je ferai gaffe, quoi. Oui, tu vas pas manger un fast-food la veille d'un 5000. Ah non, là, je fais gaffe. Et pour parler encore un petit peu entraînement, est-ce que toi, tu es vraiment plutôt dans la qualité, la quantité? Comment tu te juges par rapport à ça? Alors, je pense que je suis vraiment dans le mix des deux. Vraiment, quand j'ai commencé l'athlé, j'ai commencé l'athlé assez tard, je dirais sur 15-16 ans, on va dire de 15-16 ans jusqu'à 20 ans. Donc j'étais en France, donc je m'entraînais au club de Vannes. Enfin, je suis toujours à Vannes, mais je m'entraînais avec mon ancien coach Régis Quiré. Et bon, je courais plus du 15 plutôt que du long. Bon, je faisais comme des 10 km et des crosses, mais là c'était vraiment de la qualité. Donc là vraiment, c'était des semaines à 60 km peut-être pour monter pour les crosses, je montais à 70, mais c'est entre 50 et 70, donc je faisais pas beaucoup de bornes. Donc là, c'était vraiment de la qualité. Quand je suis passé aux États-Unis, donc de 20 ans à 26 ans, là, c'était la quantité plutôt que la qualité. Donc là, je faisais déjà, je suis passé d'une année à l'autre, je suis passé de 70 à 130 km par semaine. Et petit à petit, j'augmentais jusqu'à faire des semaines régulières à 160. Et vraiment, aux États-Unis, c'était vraiment que de la quantité, avec seulement 2 séances dans la semaine, le mardi et le vendredi. Notamment, en plus, le mardi, c'était souvent du tempo, donc on va dire 13 km de tempo, sur des bases, on va dire, de 3-10, 3-15. Et il y avait vraiment une grosse séance P, on va dire, le vendredi. Et plus le dimanche, le long run, où vraiment, là, c'était vraiment beaucoup. On faisait des sorties de 28 km. Donc, vraiment, c'était vraiment la quantité. Et maintenant, on va dire, je suis passé avec Patrick, maintenant, depuis cet été, qui est mon nouveau coach, d'ailleurs, depuis cet été. On est plus, je dirais, passé sur de la qualité. Donc, je trouve, avec Patrick, qu'on fait, par rapport aux États-Unis, comme je disais, il n'y avait que 2 séances dans la semaine, c'était tout. Je dirais avec Patrick, il y a vraiment beaucoup, presque un peu d'intensité tous les jours, mais pas forcément dur. Donc, forcément, 2-3 grosses séances dans la semaine, mais le reste, des petits fartleks, des roulés, donc beaucoup de choses comme ça, tout en gardant en fait du volume, puisque voilà, c'est comme je dis, là, je fais une semaine, je suis du coup plutôt 150. Donc peut-être, on va dire, 10 km de moins qu'aux États-Unis, mais en mettant beaucoup d'intensité à l'entraînement. Donc là, je suis vraiment avec qualité et quantité. Donc là, c'est vraiment le mix des deux. Donc le juste milieu. Voilà, le juste milieu. Voilà. Et donc en parlant donc, de Patrick Ribeiro, donc ton entraîneur, vous avez un groupe d'entraînement qui est, je pense, l'un des plus forts en France aussi, hein, parce que vous avez quand même un bon groupe, que ce soit avec Bastien Augusto ou Donovan Christian. Oui. Je pense que ça aide aussi à se tirer les uns les autres. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est hyper important d'avoir un groupe. Voilà, depuis que j'ai connu ça, avant, moi, je m'entraînais tout seul en France.
depuis que je suis parti aux États-Unis, c'était que des groupes d'entraînement. On était minimum 10 voire 15 à chaque footing. Et les séances, on les faisait au moins à 3, 4, 5, 6 même par séance. Et le fait par exemple, quand je rentrais à chaque fois en France, un mois, je m'entraînais tout seul, mais j'arrivais pas à m'entraîner, c'était impossible. Et c'est pour ça, la condition que j'avais en France, c'était que je voulais vraiment trouver un groupe, je voulais pas me retrouver tout seul. Et le fait de s'entraîner avec des gars au quotidien, ça fait la différence. Et surtout, on a plus ou moins tous le même niveau. Et puis voilà, il y a une superbe ambiance avec Donovan, avec Bastien. Et il y a un nouveau, du coup, avec qui du coup, je me suis pas entraîné, mais du coup, qui est coaché par Patrick, c'est Morgan Le Guen, donc il est suisse, franco-suisse. Et du coup, il va s'entraîner avec nous et il partira en stage avec nous. Donc là, il est actuellement au Kenya d'ailleurs. Il va rentrer là dans peu de temps, mais du coup, je vais m'entraîner avec lui assez régulièrement dans peu de temps. Donc on va être 4 à avoir à peu près le même niveau. Donc ça commence à devenir très intéressant là. Et justement, on sait que des fois, certains ont du mal avec la concurrence, parce que là, clairement, vous êtes en quelque sorte aussi en concurrence, entre guillemets. C'est sûr. Comment tu le gères, ce côté concurrence ? En fait, moi, j'y pense pas du tout, puisque voilà, moi, j'ai grandi, je me suis développé avec la méthode un peu américaine, et dans la méthode américaine, dans la vision américaine, il n'y a pas de concurrence, en fait. C'est, aux États-Unis, les gens, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir un groupe d'entraînement et s'entraîner avec les meilleurs, et on sait qu'on tire que le meilleur à s'entraîner à plusieurs, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai inclus dans ma pratique, et c'est aussi pour ça que je m'entraîne aussi avec des gars comme ça qui ont le même niveau, et on a tous la même vision, en fait. On sait que le jour de la course, au final, on est adversaires plus ou moins. Bon, voilà, même si on s'entend très bien, mais par contre, on sait qu'à l'entraînement, on va gagner à s'entraîner ensemble plutôt que chacun de notre côté. Donc on a tous cette même vision, et moi, c'est vraiment cette vision-là. Je sais que je ne ferai pas une même séance tout seul que, par exemple, si je la faisais avec Donovan ou Bastien ou Morgan, ou voilà. Donc je trouve c'est gagnant-gagnant dans les deux cas. Oui, c'est sûr que si vous avez la même vision à ce niveau-là, ça aide. Ouais, voilà. Et je sais qu'en France, c'est pas le cas pour beaucoup d'athlètes. Je trouve qu'en France, c'est pour ça que je dis la vision américaine, puisque moi, quand j'étais aux États-Unis là pendant 6 ans, je voyais les Français, mais en fait, tous les Français, mais en fait, ils s'entraînent tous tout seuls, en fait. Et je comprenais pas. Moi, je comprends pas comment on arrive à s'entraîner tout seul ou éviter un peu ses adversaires. Et je sais qu'on gagnerait beaucoup plus à s'entraîner tous ensemble, quoi. Donc forcément, je dis pas monter un groupe, il faut qu'on soit 15 à s'entraîner ensemble, Bien sûr. Les 10 meilleurs du 5000, les 10 meilleurs du 10 000, tous ensemble. Non, je dis pas ça, mais je trouve les groupes d'entraînement, et on a tout à gagner. Donc après, voilà, c'est une vision de chacun. Je respecte ceux qui s'entraînent tout seuls, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis très content d'être dans cette situation. Ouais, c'est pour ça que je te demandais, je te posais cette question, parce que je le sais qu'il y en a quand même beaucoup des athlètes qui n'apprécient pas la concurrence à l'entraînement. Mais en tout cas, c'est pas votre cas dans votre groupe, non, et tant mieux. Non. Et après, voilà, il y a pas de concurrence, hein. Après, nous, on aime bien chambrer entre nous, que ce soit sur des séances ou sur des courses ou sur plein de choses. Donc là, on chambre, il n'y a pas de souci, hein. Il y a toujours cette part-là d'ego entre nous, mais c'est pas du tout malsain, ça se passe très, très bien. Il y a une bonne ambiance en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on va passer justement à cette dernière partie de ce podcast. On va plus s'intéresser à ton sponsor Oka, donc, et un petit peu les produits de cette marque. Déjà, si tu peux nous résumer un petit peu, ce serait quoi ta rotation chaussure, la chaussure que tu vas mettre à l'entraînement, sur les footings, sur une séance un peu plus dynamique, sur la compète. C'est quoi un peu ta rotation ? Moi, ma chaussure préférée, je dirais, ce sera la Mac. Donc en gros, la Mac 5, bon, il y a la 6 qui va sortir là, dans un mois. La Mac 5, j'adore, puisqu'en fait, elle est proche du sol, elle est dynamique. Et moi, j'aime bien cette chaussure dynamique sans qu'il y ait trop de plaques ou de drop, ou qu'on se sente trop haut, etc. Donc c'est la chaussure, on va dire, la plus proche du sol que j'aime vraiment bien de chez Oka. Donc celle-ci, je vais la mettre pour tous les footings. Alors en termes de footing, j'alterne souvent avec la Clifton. Qui est plus confort. Qui est plus confort. Alors des fois, moi j'ai du mal avec la Clifton, parce que je sais pas pourquoi, il y a une chaussure sur 3, je trouve qu'elle me fait mal sur l'extérieur du pied. Donc voilà, je suis plus avec la Mac que la Clifton, mais des fois je remets la Clifton, donc voilà, ça dépend. La nouvelle qui sont sorties en septembre, la Mac X, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est ma préférée. Elle est bien. Si vraiment je pouvais la mettre tous les jours, je la mettrais tous les jours. Il y a du renvoi, il y a une plaque, mais pas plaque carbone, donc elle est moins traumatisante. Donc c'est vraiment bien. Donc celle-là, pour la Mac X, ça va être toute pour les tempos.
et pour les sorties longues. Donc voilà, ça, je trouvais, elle est vraiment top. Et voilà, après, il y a la Cielo Road, vraiment, qui est top. Donc voilà, tout ce qui est séance de piste, plus court. Donc voilà, plutôt sur des 200, 300, vraiment pas beaucoup plus. Puisque après, ça commence à taper. Si on fait, on va dire, des 20 x 400, je pourrais la mettre, ça pourrait m'arriver. Mais des fois, je préfère plutôt mettre les Rocket X2 pour enchaîner les séances, puisque là, il y a la plaque de carbone, il y a le rebond. Donc ça, c'est pas mal. Donc la Rocket X2, c'est vraiment ma chaussure préférée. Du coup, c'est la fameuse plaque carbone de chez Hoka. Donc voilà, toutes les courses, je les fais en Rocket X2. Et voilà, du coup, notamment la Cielo X1 qui vient d'apparaître, par laquelle je courais demain. Donc celle-là aussi, je la mets un peu au même niveau que la Rocket X2. Donc voilà, c'est vraiment ça ma rotation de chaussures. Je n'ai pas beaucoup, je garde souvent les mêmes. Et puis voilà, tout ça, ça passe très bien pour le moment. Et donc, sur une séance plus rapide, piste ou route, et un peu plus courte, ce serait éventuellement la Cielo Road qui prendrait le dessus sur la Rocket? Alors, ça dépend. Si c'est vraiment du rapide, oui. Mais si vraiment, là, on dépasse on va dire la minute ou minute 30 d'effort, je préfère mettre la Rocket X2 pour... surtout, en fait, c'est pour récupérer de la séance qu'il y a derrière, quoi. Moins traumatisante. Ouais, moins traumatisante, ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère. Dès que je peux, j'essaye de mettre la Cielo Road vraiment pour avoir plutôt ce contact au sol et cette chaussure sans carbone. Parce que voilà, aussi, j'essaye vraiment de mettre la carbone le moins possible, vu que je sais que la carbone, c'est bien pour s'entraîner, c'est bien pour enchaîner, mais c'est plus traumatisant, ça donne plus de vibrations, on va dire, dans les os, etc. Et notamment, c'est pour ça que je m'étais blessé il y a 2 ans, je pense, avec l'accumulation des chaussures à carbone. Donc maintenant, j'essaye d'éviter le carbone le plus possible quand même. Donc au final, tu penses que tu mettais trop souvent de chaussures carbone? Je pense que oui, je pense que je mettais assez souvent à l'entraînement, puisque avant, moi, je m'entraînais vraiment sans carbone. Et même quand la carbone est sortie, les premières carbones, là, il y a 3-4 ans, j'aimais bien rester sur les premiers modèles sans carbone, vraiment très minimaliste, et pour faire les séances. Donc maintenant, idéal, moi, j'aime bien m'entraîner plutôt dans des conditions un peu plus dures. Et voilà, mettre les carbones le jour de la compète et se sentir déjà en confiance et sentir que la chaussure elle va déjà plus vite. Donc tu te dis, si tu peux reproduire encore mieux que ce que tu fais à l'entraînement, puisque tu as des meilleures chaussures, donc déjà c'est un peu mieux. Donc l'idéal, c'est de mettre les carbones un peu moins à l'entraînement et plus les réserver pour la course ou vraiment les grosses séances, quoi, ou pour enchaîner, quoi. Et justement, sur piste, quand tu as fait ton 5 mm en salle, donc je répète, 5 mm en salle, c'est vraiment sur un tour de 200 mètres, pas sur 400. C'est donc ça. tu les as enchaînés. Ouais, 25. Ça fait beaucoup. C'est ça. Pour le coup, là, tu avais une paire de pointes. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette paire? J'avais les nouvelles Hoka, les Fly X. Donc c'est la nouvelle pointe qui sont sorties il y a... Alors, elle va sortir au public, il me semble, là, en mars. Donc, je porte cette chaussure depuis cet été. Elles sont vraiment top. C'est vraiment c'est la chaussure, quand je l'ai reçue, je me suis dit, c'est un truc de ouf. Et quand je les ai reçues, j'avais dû les recevoir en avril ou mai. Et c'était qu'un prototype, donc on devait la tester à l'entraînement, etc. Et une fois que j'ai eu ça, j'avais qu'une envie, c'était poser la question, mais quand est-ce que je peux l'utiliser en course, puisque là, j'adore, quoi. Et en fait, quelques jours après, ils m'ont dit, c'est validé, on peut l'utiliser en course. Et là, j'étais le plus heureux. Franchement, il y a vraiment un rebond, on sent vraiment la propulsion à chaque foulée. Elle est très agressive, donc pour moi, c'est la chaussure parfaite pour du 1500. Donc voilà, ça peut monter aux 5000. J'ai prévu de courir avec cette chaussure pour le 10 000 mètres. Ok. À voir comment ça va se passer. Donc j'ai fait ma spé par exemple à 3x3000 avec ses pointes. C'est bien passé, j'ai pas eu de douleur au mollet, etc. Mais c'est une chaussure quand même très agressive. Je sais qu'ils développent plutôt une nouvelle chaussure maintenant plus longue distance. Les Cielo, ça sera des Cielo. Cielo X3, ça sera le nom de la chaussure. Bon, c'est toujours une période prototype. Donc j'attends pour cette chaussure. Mais pour le moment, elle est très très bien, la Fly X, et je prévois de courir le 10 000 avec. Elle est très agressive et elle renvoie super bien. Donc vraiment super content de la pointe qui sont sorties. Ouais, on voit visuellement, elle a quand même une belle semelle. Donc je pense que même sur du plus long, sur un athlète comme toi qui court vite, je pense que
la mousse va quand même bien absorber le choc, même jusqu'à Oui. du 10 000. Oui, oui, je pense. C'est pour ça, la plupart des athlètes qui ont couru le 10 000, ils ont tous couru avec ça, il n'y a pas eu de souci. Donc c'est pour ça, j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais vraiment, ouais, une super chaussure. Et pour finir, donc on a parlé de la Cielo X1. Tu me disais celle-là vraiment plus pour mettre sur du semi et marathon si tu devais monter en distance, Oui. et garder la Rocket X plutôt pour des plus courtes. Voilà, je pense, si il y a un 5 km route, 10 km route, je mettrais plutôt la Rocket et la Rocket X2. Et par contre, ouais, je pense semi-marathon, là, c'est là où je commencerai à mettre la Cielo X1. Ouais, c'est sûr. Et donc maintenant, ça fait quelques années que Hoka performe justement sur les différents produits qui sortent. On a vu vraiment une belle évolution de produits, déjà avec la Rocket X2, parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment une chaussure carbone qui pouvait concurrencer les autres marques. Aujourd'hui, ils l'ont. Pareil sur les pointes, avant, ce n'était pas forcément la chaussure qui pouvait concurrencer les meilleures marques. Aujourd'hui, a priori, ils l'ont aussi. Comment tu vois ça, cette évolution de la marque ? Bah là, franchement, j'ai vraiment vu l'évolution, vu que je suis en contact avec Hoka. Ça va faire un peu plus de 2 ans que je suis en contact avec eux. Et au début, j'essayais juste les produits. J'avais pas signé de contrat du tout. Et j'ai vu déjà, on va dire, il y a un peu plus de 2 ans, quand je testais les produits, j'étais pas forcément satisfait sur leurs chaussures du quotidien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais leur plaque carbone, la première chaussure, je crois que c'était la Rocket, je me sentais vraiment pas bien dedans. Je trouvais pas la propulsion. Je me sentais, on va dire, défavorisé par rapport à d'autres adversaires sur la ligne de départ. Sûr. Et là, je trouve qu'ils ont pris un gros turnover depuis 1 an et demi. Bon, je trouve notamment depuis la sortie de la Rocket X2. Quand je l'ai essayé, je me suis dit, c'est un truc de malade. Franchement, je me suis dit, mais là, j'ai la meilleure chaussure sur le marché. Là, je suis au départ avec ça. Je me sens meilleur que mes adversaires. Je trouve que j'ai de l'avance, quoi. Et ça fait 1 an et demi, vraiment, ils continuent de sortir. Donc, il y a eu ça. Il y a les Cielo... Il y a les Cielo, il me semble, Cielo X2, je crois, qui est sorti il y a 1 an, qui est déjà très bien. Il y a la Fly X qui est sortie, comme on en parlait à la pointe il n'y a pas longtemps. Et là, la Cielo X1, qui est une chaussure plus pour, je dirais, du semi ou du marathon. Mais franchement, elles sont vraiment, vraiment top. Et là, quand je les ai au pied, là, j'ai plus cette sensation d'il y a 2 ans, quand je testais les produits, quand j'avais rien signé avec Hoka, où je me disais, ouais, bon, est-ce que je signe ? Mais bon, je sais que je vais être un peu plus lent, ou voilà. Là, vraiment, c'est vraiment plus tout ça. Là, je suis vraiment content et je me dis, j'ai des super produits avec moi, quoi. Et ils ont maintenant aussi une gamme ultra complète. Oui, voilà. Alors, comme on a vu aujourd'hui, on a eu un meeting avec les cadres de Hoka, les managers. Ils nous ont présenté toutes les chaussures, mais la gamme, elle est énorme. Moi, voilà, comme je disais, ma rotation, elle est très faible. Hein. Je tourne avec très peu de chaussures. J'essaye très peu de nouvelles chaussures. Mais quand je vois toutes les chaussures qu'ils font, je pourrais porter une 20aine de paires différentes et tout se passerait très bien. Mais moi, j'ai mes habitudes, voilà. Mais ils ont une gamme très, très large, Hoka, et notamment aussi dans le trail, où une gamme très, très large. Ouais. Oui, en parlant de trail, c'est notamment la Speedgoat qui est la chaussure la plus vendue dans le monde, justement dans le trail. Donc, ah oui, d'accord. Ouais. Donc, effectivement, ils ont une belle gamme. Ah, pour le coup, je l'ai essayé 2 fois. Je l'ai mis en forêt. Moi qui a tendance à glisser ou partir dans les virages, là, je tenais bien droit. Franchement, le grip, il est vraiment impressionnant. Donc là, après, voilà, Hoka, c'est une marque de trail de base un peu aussi. Totalement. Donc, ils font des super produits. Mais voilà, c'était ça aussi, je dirais. Il y a le problème d'il y a, on va dire, 3, 4, 5 ans chez Hoka. C'était plus une marque de trail, et sur route, je pense qu'elle était en dessous des autres marques. Maintenant, elle est là-haut avec toutes les meilleures marques. Voire pour moi, je les mets largement dans le top 3, voire top 2 des meilleures marques. Et je suis vraiment, vraiment content d'avoir signé avec eux, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est top. Performance sur la route et aussi maintenant sur la piste. Donc, c'est tout bon. C'est ça. Alors, le podcast va s'achever. Merci à toi d'avoir répondu donc à toutes les questions. C'était hyper intéressant. On a l'habitude de proposer de donner un dernier petit mot. Est-ce que tu as un petit mot aux auditeurs à faire passer ? Alors, j'imagine la plupart sont des sportifs, mais pas que. Moi, je pense que c'est dans l'entraînement, par exemple, des conseils pour la course à pied, c'est être consistant. Donc c'est pas forcément avoir une semaine peut-être de vacances, parce que voilà, je sais, moi, je suis détaché à 100%, donc je m'entraîne, je fais que ça, j'ai pas un deuxième métier à côté, et je sais à quel point c'est dur
d'avoir un boulot à côté et s'entraîner. Donc franchement, moi, je respecte les gens qui courent, qui ont un super niveau alors qu'ils ont un boulot à côté. Franchement, moi ça m'épate. Je les trouve, je respecte ces gens. Donc voilà, chacun à son niveau et fait de son meilleur moyen. Mais je trouve déjà s'ils veulent s'améliorer, c'est vraiment être consistant. Et c'est pas forcément, s'il y a une semaine de vacances, là, par exemple, là, je peux faire 150, 160 km par semaine. Et quand le boulot va reprendre, on va redescendre à 40 km. Je pense qu'il faut essayer d'être assez consistant. Et si, voilà, pas trop en faire. Franchement, pas trop en faire, rester dans le contrôle. Et voilà, et connaître ses limites. Parce que voilà, il y a des âges pour tout. Et ça peut devenir dangereux. Enfin, la course à pied, quand je dis en place des âges, je dirais plutôt 50, 60, plutôt 60, 70 ans. Il faut aussi faire gaffe. Mais voilà, c'est l'école de la vie, la course à pied. Donc faut vraiment, pour moi, le maître mot, c'est le plaisir. Vraiment, il faut se faire plaisir. Faut que ça soit un plaisir d'aller courir et plaisir d'aller faire des courses. Et voilà. Et voilà, je trouve la course à pied, c'est magique puisque tout le monde peut en faire. Il y a juste besoin d'une paire de chaussures, n'importe où. On peut courir partout, s'évader. Donc voilà, se faire plaisir et pas se mettre trop de pression. Le message est passé. Merci à toi. Je te souhaite déjà une bonne course pour demain pour bien tirer Yann. Voilà, et faire ça, un bon boulot. Et ensuite, forcément, une très belle course à Tel Aviv dans quelques jours pour ton 10 000, voilà. Où on espère donc les minima pour les Europes. Voilà, déjà faire battre mon record de 28,16 sur 10 000 et rapprocher des 28, voire en dessous. Et on va essayer d'accrocher les minima derrière, ça pourrait être top. Donc on verra comment ça se passe. Merci à toi. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes d'écoute pour ne louper aucun de nos prochains podcasts. Et on se donne rendez-vous donc très rapidement pour un prochain épisode. Merci à toi, Simon. Merci, au revoir. Allez, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Callroom, podcast imaginé et créé par Runix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.